C'est un peu pour rebondir, que là c'était un peu un problème de riche, mais est-ce qu'il y a vraiment aussi un retour d'expérience par rapport à l'expérience cubaine en fait, par rapport en termes de low-tech où il y a eu une contrainte extérieure de moins de matière, enfin, voilà, par rapport au blocus américain, qui fait que les gens ils ont dû obligatoirement se débrouiller. Est-ce que ça change quand c'est contraint ou quand c'est volontaire? Ouais, je ne suis pas un fin connaisseur de l'expérience cubaine et il est hors de question que je fasse la pub du système cubain parce que je pense que beaucoup de nous n'aimeraient pas y vivre. Maintenant, concrètement, il y a des choses très intéressantes dans l'expérience cubaine. Et il y a des choses intéressantes parce qu'ils ont bien dû faire. Ceci étant dit, les conditions étaient quand même très différentes, culturellement différentes. Déjà, les gens étaient beaucoup plus système D, puis c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Et même en France, hier, ça ne se passerait pas pareil qu'en France aujourd'hui. Voilà, donc entre nous aujourd'hui et eux hier, il y a un monde en termes de compétences, de capacité, de volonté à mettre les mains dans la terre ou dans le cambouis. Voilà. Troisièmement, c'est une beaucoup plus petite échelle. Quatrièmement, le climat n'est pas le même. Alors de temps en temps, il y a un ouragan, mais tout pousse là-bas. Donc les organoponicos, etc., les super jardins en quasi permaculture en fait qu'ils ont fait, c'était super. Voilà. Et enfin, il ne faut pas non plus ils n'ont jamais été, à ma connaissance, sous réserve, si quelqu'un connaît mieux que moi, mais de ce que j'ai compris, ils n'ont jamais été à court de pétrole. Ils en ont d'un peu dans ce coup moins, mais malgré tout, très vite, ils ont passé un contrat avec le Venezuela et Chavez continuait à leur fournir du pétrole. Donc ils n'ont jamais été à court complètement. Voilà, donc, même on met tout ça à bout, ça aide aussi un peu à relativiser. Maintenant, effectivement, force est de reconnaître qu'avec peu d'énergie et avec beaucoup d'huile de coude, ces gens-là ont réussi à maintenir un niveau de vie correct, à répondre à leurs besoins et à avoir, malgré tout ça, un des niveaux d'éducation et un des niveaux de santé les plus élevés au monde. Donc, quelque part, je dirais que ça montre, même si on ne peut pas refaire exactement la même chose, qu'on a une certaine marge de manœuvre et qu'il y a une capacité et un potentiel de résilience. Maintenant, une fois de plus, est-ce que les Français des années 2020 seront capables de ça? C'est pas parce que les Cubains du passé l'ont réussi que nous en sommes capables. Ça s'improvise mal. On parle beaucoup d'ingénieurs depuis tout à l'heure. Moi, je suis enseignant en école d'ingénieur. Je m'étais dit, c'est cool, j'ai un job à impact, je peux sensibiliser 170 étudiants par an. Et puis, il y a un dernier rapport qui est sorti et l'engagement environnemental des entreprises, c'est l'avant-dernier choix qui pousse quelqu'un chez une entreprise. Donc, je suis un petit peu déprimé. Là, je me demande si on ne se porterait pas mieux sans ingénieurs. Est-ce que je n'aurais pas moins d'impact négatif à travailler dans le pétrole qu'à former des ingénieurs? Un ingénieur qui bosse dans l'aéronautique, c'est 65 tonnes par an qu'il émet, on peut faire un calcul rapidement. Et c'est ces mêmes entreprises aéronautiques qui financent l'école, parce qu'on a besoin de financement. Et donc, ma question, c'est est-ce que vraiment, parmi les petits avantages qu'apportent quelques ingénieurs par rapport à la totale de la masse qu'apportent les autres, est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'ingénieurs, comme demandait Aurélien Barraud dans une conférence? Je dirais que voilà, il y a 800 000 ingénieurs en France. Ça reste une élite intellectuelle qui est quand même en capacité de bien se documenter, d'avoir un minimum d'esprit critique. Il se trouve qu'il y a beaucoup de leviers à actionner pour sortir de la condition d'ingénieur. C'est quand même un vieux métier, hein, ce côté, celui qui fait la passerelle entre finalement la société et la technique. C'est un rôle crucial et presque poétique, on pourrait dire, qu'on pourrait affubler à l'ingénieur. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a là un réseau, comme je le disais tout à l'heure, et quand même une génération qui bouge, qui se lève, qui dit, et qui prend la parole notamment au moment de la remise des diplômes, on a ces images-là en tête, et qui disent il faut bifurquer, on va ailleurs, il faut aller vers les low-tech, il faut aller vers peut-être l'innovation frugale, d'autres formes de décroissance où on va aller faire du woofing, de la permaculture, etc. Ça c'est concret, c'est réel, il y a quand même des milliers, peut-être pas des dizaines, des centaines de milliers, mais en tout cas des milliers d'ingénieurs qui se posent ces questions-là et qui agissent. Et après on se rend compte que, et c'est ce qui est décrit notamment dans le livre d'Olivier Lefebvre qui est sorti, Lettres aux ingénieurs qui doutent, c'est que malheureusement c'est aussi
on a conforté les ingénieurs dans l'idée de remplir une fonction et de ne pas se poser la question du pourquoi, d'agir bêtement, c'est-à-dire d'aller dans le sens de l'entreprise et d'aller dans l'efficacité, dans le toujours plus. Alors c'est vrai que tout ça, c'est une culture qui s'est étalée sur des dizaines, voire des centaines d'années. Pour sortir de tout ça, on parlait de transformation culturelle, c'est pas évident. Donc il faut se rendre compte que voilà, il y a certains aventuriers, encore une fois des pionniers, dans la nouvelle génération d'ingénieurs qui prennent nos responsabilités, qui en conscience disent moi j'arrête de bosser pour Total, j'arrête de bosser pour même EDF, et puis je vais travailler pour la petite PME ou faire de la permaculture ou faire des low-tech. Mais ça reste une minorité. Ça c'est clair, c'est une réalité. Moi j'étais frappé au moment de la deuxième diffusion du film, j'étais avec 200 ingénieurs de l'INSA dans la salle, c'était extrêmement jeune. On se disait oui, c'est la révolution. Et puis en fait, quand j'ai discuté avec celui qui organisait la soirée, ils étaient 3 à organiser l'événement. Et quand il m'a montré les bureaux d'ingénieurs engagés, on a traversé tout le campus. Ils sont 6000 étudiants, ils sont 6 dans les bureaux d'ingénieurs engagés. Donc il faut se rendre compte encore une fois que c'est encore une fois une poignée très inspirante qui bouge beaucoup. Donc on se dit chouette, ils sont nombreux. Voilà, ça reste des niches. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose d'assez contagieux et générationnel. Et donc, pour le coup, par exemple, Kenza qui apparaît dans le film, hier soir, elle était là dans la salle, à cette salle ou une autre, pour témoigner un petit peu de son parcours. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, comme elle, à se poser ces questions-là et à agir aujourd'hui. Donc je pense que c'est un des leviers, pour moi en tout cas, d'un point de vue personnel, c'est le plus enthousiasmant autour des low-tech, c'est le fait de se dire que c'est une nouvelle génération qui prend en main un petit peu ce destin, et surtout qu'il y a une marge de manœuvre, on disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément encore de maison, d'enfants, etc., et qui sont encore à temps de refuser en gros sur leur premier, c'est-à-dire tout ce confort matériel, parce qu'une fois qu'on y a accédé, une fois qu'on a acheté la maison, qu'on a l'emprunt, qu'on a les enfants, là c'est très dur d'en sortir et de bifurquer. Merci. Ouais, alors effectivement, il y a une poignée qui bouge, c'est un signal faible. Et c'est un signal faible significatif. Voilà, il est voilà, significatif, en tout cas illustratif d'une certaine époque, et du fait qu'on est arrivé à un certain point de non-retour. Il y en a qui comprennent, qui basculent. Espérons que ça fasse voilà, un petit peu ça grossisse un peu. Pour l'instant, donc, on est dans l'épaisseur du trait, malheureusement. Et il y a, pour répondre quand même à la question sur si on a besoin d'ingénieurs, le truc est le suivant, c'est que souvent les ingénieurs, on va leur proposer à la sortie de travailler sur 2 types de travaux. On va dire qu'une majorité d'ingénieurs, quelques exceptions, on va leur proposer de travailler sur 2 types de choses. Soit créer des choses nouvelles, innover, donc aller développer des nouvelles choses pour créer quelque part de nouveaux besoins, ou pour répondre à un besoin existant ou assurer une fonction existante de façon encore plus performante, encore plus rapide, encore plus ceci ou cela. Voilà. Et donc, globalement, ça c'est la première partie, c'est une accélération du système. Voilà, c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, mais c'est dans la même direction globale. L'autre chose qu'on va leur proposer de faire, c'est de s'attaquer à des problèmes, pour résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, ça veut dire qu'on s'attaque au dysfonctionnement du système pour que le système perdure. D'un côté, on accélère le système, de l'autre côté, on fait en sorte qu'il continue de fonctionner bien. Après, il y a des exceptions une fois de plus. Et donc, typiquement, il y a un impensé, il y a un sous-jacent derrière tout ça, qui est qu'effectivement, le travail, la manière dont les ingénieurs sont utilisés par la société, c'est au service de ce système. Avec 2 points de vue de base, qui sont des impensés, là encore, ce n'est pas du tout des choses qui sont conscientisées, c'est que ce système est intrinsèquement bon, il faut le maintenir, et qu'il est intrinsèquement viable, donc on peut le faire. Et donc faisons-le. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. La grande majorité, une fois de plus, des ingénieurs sont embarqués là-dedans, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des pions idéologiques d'un système. Ils ne se rendent pas compte qu'on ne fait pas avancer le schmilblick si on ne s'engage pas idéologiquement ou politiquement. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est évidemment quelque chose qui est totalement expurgé, qui n'est pas présent dans la formation. Il n'y a pas une formation à la citoyenneté, au civisme, lorsque l'on est en école d'ingénieur. Et c'est bien dommage. Dernière chose, une fois qu'on a dit ça, la civile, ils sont mis au service d'un système, on l'a dit tout à l'heure, qui est techno-solutionniste, donc innovation technique. Et la technique elle-même ne peut pas être une solution. On l'a déjà dit tout à l'heure, nous avons des problèmes techniques et il y a des solutions techniques. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas, il y en a qui sont très utiles. Et globalement, la technique sert à accélérer dans une direction, parce qu'elle est au service d'un projet de société.
Donc il n'y a pas de solution à espérer de la technologie, solution globale. La technologie pourra être utile au service d'une solution le jour où il y aura un nouveau projet de société. Point barre. Excusez-moi. Cyrus, tu veux passer les pastilles, s'il te plaît? Tu veux bien? Oui, tu me disais bon. C'est sympa, merci. Le reste, un reste de crève. La seule option positive que je vois, la seule voie de sortie que je vois, qui me permet de donner une réponse avec un peu d'espoir à la question que vous avez posée, à savoir est-ce que les ingénieurs peuvent être utiles, c'est les low-tech. Les ingénieurs peuvent s'engager dans les low-tech, et c'est vraiment la seule chose qui fasse sens, s'ils cochent bien toutes les cases et qu'ils ne font pas la bagarre avec une innovation frugale. C'est bien la seule chose qui ferait qu'on aurait pour le coup de vraies solutions qui émergent. Même question D'abord, merci pour l'introduction à ce que je souhaitais dire, parce que ça va complètement dans ce sens-là. Donc, je suis Bertrand Séné, je suis économiste, on se connaît. Et il se trouve que j'ai donné une conférence en fait à une école d'ingénieurs qui est l'ENSECube à Grenoble. La conférence s'appelle Technologie et écologie, vous pouvez la trouver sur YouTube. Quand j'ai commencé à travailler avec eux sur le sujet de la conférence, les jeunes m'ont confié qu'ils n'avaient aucun enseignement d'éthique des technologies. J'ai trouvé ça absolument stupéfiant. Et une des choses que j'ai essayé d'introduire justement dans la conférence, c'était que souvent on oublie la raison pour laquelle on développe des technologies. Et parmi les raisons, une est très très présente, c'est le fait de réaliser moins d'efforts. Pratiquement toutes les machines qu'on voit dans le film, elles sont faites pour réaliser moins d'efforts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des conséquences en termes de santé publique qui sont très importantes. On sait que par exemple, les gens qui prennent la voiture de devant chez eux à leur travail, ils ont des problèmes de santé. On le voit notamment beaucoup aux États-Unis. On sait que le fait de faire du vélo, c'est meilleur. Et on sait que les gens qui ont la meilleure qualité en termes de santé, c'est les Parisiens, bizarrement, parce que c'est ceux qui marchent le plus. En termes d'obésité, hein, j'entends. Il y a des questions en fait politiques derrière. C'est-à-dire qu'on a des choix à faire, on aurait des choix à faire, justement, au moment où on commence à travailler sur une technologie, se dire, mais au fond, est-ce que cette technologie, elle va vraiment nous apporter du bien-être? Et c'est pas du tout évident, parce qu'on a l'impression, quand on réduit l'effort, que c'est agréable, mais il se peut que ça dégrade notre santé. Et donc on devrait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans une entreprise qui commence à travailler sur une technologie, s'interroger là-dessus. Et je disais aux ingénieurs, en fait, on aurait besoin d'avoir des cercles de citoyens au sein des entreprises qui réfléchissent avec des intervenants, des experts, etc., et qui disent non, là on arrête, c'est pas une bonne idée. Et on le fait pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technologie se développe et qu'elle se vend, qu'on fait de la publicité, on y va. C'est pas une bonne idée du tout, en fait. Et de la même manière, il y a une question sur l'alimentation. On sait aujourd'hui que presque la meilleure façon de réduire notre impact écologique, ce serait que tout le monde ait le temps de cuisiner. Et que ça permettrait juste de supprimer tous les produits industrialisés. Ça, c'est une question politique profonde, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on choisisse de se donner le temps de cuisiner. Donc ça veut dire de réduire le temps de travail, par exemple. C'est des vrais choix politiques. Donc il y a, et tu le disais justement à la fin, on devrait lancer des débats là-dessus. Se dire, mais au fond, de quelle technologie on a vraiment besoin? Qu'est-ce qui nous ferait vraiment du bien? Mais on est dans le comment et pas dans le pourquoi. On a oublié de poser cette question. Vous savez, pour faire un peu un pied de nez à justement l'idée de oui, c'est les low-tech, c'est pas le no-tech et c'est pas le modèle Amish. C'est vrai qu'au moins la vertu du modèle Amish, c'est d'avoir posé démocratiquement la question de la technique et d'avoir dit de façon communautaire, est-ce que ça on en veut ou on n'en veut pas? Quels sont les effets positifs, négatifs, intrinsèques à la technologie? Et au moins il y a cette part très réaliste de ces communautés qui ont affronté cette question et qui en ont discuté ensemble démocratiquement. Alors,
C'est sûr que bon, eux, ils ont éliminé, a priori, dans la plupart des communautés, le téléphone portable, les ordinateurs. Donc, aujourd'hui, ça pose question, hein, c'est sûr, dans un monde mondialisé. Et évidemment, on peut pas prendre ce genre de décision, et puis ça serait fait même par référendum ou par comité citoyen, on ne prendrait pas ce genre de décision. Mais en tout cas, faire des liens entre les groupes de discussion de citoyens et peut-être la recherche ou même carrément les entreprises, les industriels, ça serait extrêmement bénéfique. Alors c'est vrai qu'on peut toujours rêver, parce que nos démocraties se portent assez mal aujourd'hui, et ce genre de processus-là, on l'a bien vu par exemple avec les conventions citoyennes pour le climat, généralement c'est bafoué derrière, en gros il n'y a rien qui est appliqué, on regarde quelques pourcentages. Et par exemple, il y a cet exemple aussi du Danemark, où il y a des conventions justement citoyennes qui sont sollicitées pour orienter la recherche. Et les citoyens sont consultés justement, par exemple, on a développé un nouveau système d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez, c'est bien, on regarde, quels sont les effets potentiellement positifs ou négatifs, sachant que les ingénieurs, les chercheurs n'ont pas forcément pensé à tout. Et faire appel à l'intelligence artificielle pour pouvoir se projeter dans nos sociétés et dire « Ah, peut-être que ça, on n'y avait pas pensé, mais il y a des effets délétères ben, », ça serait pertinent. Donc voilà, en tout cas, ça me fait réagir là-dessus et dire qu'il y a un vrai souci politique et démocratique de la question technique. Et c'est vrai qu'on se sent souvent démunis parce que, voilà, je parlais des intelligences artificielles, elles font désormais partie de notre quotidien et on n'a pas vraiment le choix de dire oui ou non, c'est comme ça, quoi. Il y a une question autour de la notion de renoncement. Donc, nous avons des gens aujourd'hui qui ont pris conscience qu'il y avait des problèmes dans le monde. Et la grande majorité de ces gens proposent des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles, elles arrivent souvent seulement en plus, à côté du modèle principal, et ça ne remet pas fondamentalement en question l'existant. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, d'accord, mais on a vraiment besoin de remise en question aussi de l'existant. Et donc, renoncer. On ne sait pas renoncer. Pas renoncer. Donc, soit il y a des décisions politiques qui font que, quelque part, on rend à la fois culturellement, on pourrait travailler sur les récits, pour que culturellement le renoncement devienne quelque chose de sexy, voilà. Et l'accumulation devienne quelque chose de ringard, imaginons, on a du boulot. Hein. Politiquement, on pourrait faire en sorte qu'il y ait de nouvelles règles qui font qu'on aurait intérêt à opérer certains renoncements. Il y a aussi du boulot. Et puis ensuite, il y a, il ne faut pas oublier ça, il y a le fait qu'on est dans un système. On est tenus les uns avec les autres, au sein de notre société, entre sociétés. Exemple, je le prends souvent, mais on va en prendre plein d'autres. La 5G. La 5G, il n'y avait pas le choix. Il fallait y aller. Voilà. Parce que, et s'il y avait quelqu'un qui émettait un doute sur l'intérêt de la 5G, tout de suite, amiche. Pas dans la bouche de Macron, pas compliment. Et donc le truc était le suivant. À partir du moment où ça existe, et à partir du moment où il y en a un quelque part qui décide d'y aller, les autres doivent y aller, s'ils le peuvent. Parce que sinon, on est moins compétitif, on se met peut-être même en danger. Donc, voilà. Et dès qu'il y a un couillon quelque part qui sort d'un labo une nouvelle technologie, et dès qu'il y a un autre couillon quelque part politique qui dit moi je vais le faire, on va le développer sur notre pays, ben, tous les autres couillons qui peuvent le faire doivent le faire. Et on se retrouve pris dans ce qu'on appelle le syndrome de la Reine Rouge en thermodynamique. C'est une référence à De l'autre côté du miroir, qui est l'autre roman, c'est avec Alice au pays de Merveille. Bref, et dans ce roman, il y a une scène, entre guillemets, où Alice court à côté de la Reine Rouge, et la Reine Rouge dit il faut courir plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et elle dit je comprends pas, parce qu'on court toujours plus vite, et puis autour de nous, rien ne change, ça ne défile pas, quoi. Et la Reine Rouge dit oui, c'est ça, il faut courir toujours plus vite pour rester sur place. Et c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui au niveau des sociétés, ce que les thermodynamiciens appellent effectivement le syndrome de la Reine Rouge, à savoir que juste pour conserver le niveau de vie qu'on a, pas pour avoir mieux, juste pour essayer de conserver, on est obligé de rentrer dans une course au toujours plus à un certain nombre d'égards. L'innovation technique, la high-tech n'y fait pas exception. Donc le renoncement, je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on l'opère, c'est déjà compliqué, mais le renoncement dans un contexte où on est tous reliés comme ça de façon systémique entre acteurs, entre entreprises, entre territoires, entre pays, entre puissances, et comme, du coup, je ne crois pas,
on va buter sur des limites dures. Et donc il faut se préparer au choc. Voilà.